L'avantage d'avoir quelqu'un du service aux collectivités, d'une part, ça aide à la structure des rencontres. Parce qu'on a une aide, c'est du temps, hein, planifier une rencontre, préparer un ordre du jour, tout ça. Déjà, l'agent nous aide à faire ça, propose des ordres du jour. Donc, moi, comme chercheur, ça me fait sauver un peu de temps. Je mets mon temps sur d'autres aspects de la recherche. L'autre élément, c'est, bon, moi, jusqu'à maintenant, je crois que ça s'est assez bien passé avec les partenaires. Mais il pourrait très bien y arriver un moment où on ne s'entend pas. Bien, l'agent peut agir un peu comme un médiateur pour essayer de faire voir et valoir les points de vue de chacun. Alors, moi, je pense que ça, c'est un avantage aussi d'avoir quelqu'un qui est un peu plus neutre et qui peut essayer d'aider les partenaires, le chercheur et les groupes ou les organismes à mieux s'entendre, à mieux travailler ensemble. Et ça fait une tête pensante de plus. Ce serait mon troisième élément, parce que les personnes du service aux collectivités ont des bonnes têtes. Alors, quand on réfléchit ensemble, bien, ça fait une personne de plus pour réfléchir avec nous dans le projet par rapport au devis à construire, par rapport au sens donné aux données, à l'interprétation des résultats. Donc, à tous les moments de la recherche, l'agent est présente. Parce que c'est pas toujours facile. J'emmène des recherches qui ne sont pas menées en collaboration avec le service aux collectivités. J'emmène d'autres aussi. Et c'est beaucoup de temps, d'engagement à aller sur le terrain, à travailler avec les gens. C'est beaucoup d'investissement et moi j'aime ça, ça va. Mais parfois c'est exigeant, même émotionnellement, parce que il faut sortir ses gants blancs, il faut être sûr que ce qu'on va dire ne va pas froisser le partenaire. Puis j'imagine que de l'autre côté, c'est la même chose. Donc quand on a un agent, ben je pense que ça accélère un peu le processus, ça le soutient, ça nous permet d'être accompagnés autant pour les chercheurs que pour les partenaires, les organisations. Toute organisation qui souhaite réunir des chercheurs et des praticiens pour mobiliser des connaissances qui sont complémentaires pourrait jouer ce rôle-là aussi. Si on parle, mettons, de la CRE Montréal ou toutes les CRE au Québec, ou par exemple, moi je pense à Mentorat Québec qui veut créer une espèce de réseau entre des chercheurs et des praticiens qui vont réfléchir ensemble sur la question du mentorat. Donc, tout organisme qui a intérêt à rassembler des chercheurs et des praticiens pourrait être un agent de mobilisation des connaissances. Nous, on est chanceux à l'UQAM, on a le service aux collectivités. Je pense qu'une des conditions de réussite, c'est de croire que l'un et l'autre, on peut s'apporter quelque chose dans cette recherche-là, qu'on n'est pas dans une relation parasitaire. Il n'y en a pas un qui va gober l'autre. Donc, c'est plutôt une intention dès le départ de travailler ensemble et vraiment d'y croire que le partenaire peut nous apporter quelque chose, qu'on n'est pas le seul à apporter dans cette recherche-là, que les connaissances d'expérience, les connaissances du terrain ont aussi une valeur. Puis du point de vue du partenaire, ben, c'est de croire que le chercheur peut aussi contribuer à améliorer notre réalité terrain. Donc, je pense qu'au niveau des croyances, il doit y avoir ça déjà au départ pour que ça se passe bien. C'est une des conditions gagnantes à mon avis. Le travail de l'agent, c'est vraiment d'être sûr qu'en partant, le syndicat comprenne qu'ils ont fait un engagement. Et il faut qu'ils puissent assurer l'accès au terrain, l'accès aux syndiqués, un soutien à la personne qui a commencé sa recherche. Parce que quand un chercheur demande une subvention de recherche, il faut qu'on puisse compléter le travail pour lequel on a cherché la subvention, sinon on n'aura plus de subvention.
Si l'étudiant n'est pas capable de compléter sa maîtrise, il est fait aussi. Donc, il faut que le syndicat s'assure de la possibilité que les personnes complètent le travail. C'est un engagement de leur part qui doit être assuré par l'agent du service aux collectivités. Et donc, ça prenait des conditions de travail pour les profs et ça prenait aussi des mécanismes qui faisaient des ponts, comme le service aux collectivités, qui a fait des ponts entre les centrales syndicales et nous, notre tâche, notre vécu départemental. Et ça, pour nous, ça a été extrêmement important. Ça dépend des projets, ça dépend du chercheur, ça dépend de la situation. Les agents du service aux collectivités ont parfois joué des rôles très critiques, très importants. Par exemple, c'est la directrice actuelle du service aux collectivités, Sylvie de Gorbois, qui nous a trouvé un programme de subvention qui nous a apporté de l'argent pour des recherches pendant 15 ans. J'ai neutre été pour cette trouvaille-là. On n'a pas pu former notre centre de recherche. Mais dans d'autres cas, on était quasiment indépendants de l'agent parce que les agents, ils ne se mettent pas là pour leur plaisir. Ils jouent un rôle quand c'est nécessaire. Mais nous, on est moi en particulier, je suis une vieille routière des recherches partenariales. Donc, souvent, on fait affaire directement avec les syndicats. Le projet passe toujours par le protocole de recherche CSN-FTQ-CAM, mais c'est parfois pas nécessaire que l'agent de recherche, l'agent du service passe beaucoup de temps là-dessus. Des fois, par le passé, ça a été peut-être bien que les agents s'impliquent un peu plus parce que des fois, il peut y avoir des questions qui intéressent plus les chercheurs que les travailleurs et les travailleuses, qu'on se fasse un peu dévier de notre intention première. Donc, c'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui surveille les deux côtés. Nous, quand on a commencé à faire de la recherche partenariale, moi, c'était en 1978, donc ça fait 36 ans. Et c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, l'UQAM était une nouvelle université. Mon département était tellement heureux que je fasse la recherche subventionnée que ça ne dérangeait pas que je le fasse avec des centrales syndicales, ça ne dérangeait pas que les articles sortaient peut-être un peu moins vite parce que il y avait des exigences réelles du terrain qui prenaient du temps. Mais aujourd'hui, les départements sont un peu moins tolérants, de un. De deux, nous, on a eu la chance d'avoir des subventions de recherche dans le cadre de programmes de partenariat. Notamment, on a été subventionné pendant 15 ans par le Conseil québécois de la recherche sociale qui subventionnait spécifiquement des partenariats entre des groupes communautaires et les chercheurs universitaires. Il n'y en a plus de ça. Il n'y en a plus de tolérance même à l'égard de véritables partenariats, communautés, chercheurs. Il n'y a plus de foyer pour ces choses-là. Et je dirais que la science est perdante à cause de ça, parce que les questions qui viennent du milieu, c'est les vraies questions. Et s'il n'y a pas de réponse, si les gouvernements ne veulent pas les entendre, et je comprends avec les gouvernements qu'on a actuellement qui ne veulent pas les entendre, mais si les gouvernements ne veulent pas les entendre, la science est plus pauvre. C'est plus difficile maintenant de conduire une recherche partenariale à cause des sources de fonds. Il n'y a pas de source spécifique de fonds pour les groupes communautaires qui veulent travailler avec des chercheurs. Il y a moyen de trouver des créneaux ici et là, mais les recherches dirigées véritablement par les besoins des groupes communautaires, il n'y a pas de programme qui dit « on veut faire ça ». Il y a des programmes qui veulent des recherches où les partenaires mettent de l'argent. Mais les groupes communautaires n'ont pas d'argent. Alors, comment ils peuvent participer à ces programmes-là?
Et non seulement ça, mais il n'y a plus de programme où tu as le droit de te conduire en chercheur au service des groupes communautaires parce que les jugements des comités de pairs se basent sur le degré d'abstraction de tes résultats de recherche. Plus tes recherches sont abstraites, plus tu as de prestige dans le monde de la science et plus, nous, on a fait une petite recherche, ma collègue et moi, pour voir quelle demande de subvention était plus facilement acceptée. Et ce qu'on a vu, c'est plus la question était éloignée du monde réel des travailleurs et travailleuses, plus on avait de chances d'être subventionné. Plus c'était chez des rats, plus c'était considéré comme potentiellement valable parce que tu pouvais faire abstraction de toutes les conditions réelles du milieu. Mais oups, il y a quelque chose qui cloche parce que plus tu es loin du réel, plus tes résultats ont moins tes résultats ont une valeur pour le réel. Plus ils sont facilement publiables parce qu'ils sont clean, ils sont propres, et tu as pu isoler un facteur, mais moins ça parle du vrai monde. Je vous dirais qu'encore une fois, il faut savoir reconnaître nos limites, nos expertises, oui, et nos limites. Et il y a plusieurs projets où j'ai fait appel à des agents de mobilisation parce que je suis l'experte du contenu avec mes partenaires de ce qu'on a trouvé, mais je ne suis pas une experte en communication. Là. Moi, je n'ai pas de formation sur la meilleure façon de passer certains messages ou la meilleure façon d'orchestrer. Donc, ça m'est arrivé, pour plusieurs projets, on a fait appel à des agents de mobilisation de l'UQAM ou de l'extérieur, parce qu'il y a vraiment aussi des groupes dans la communauté dont c'est l'expertise. La difficulté aussi que ce type de recherche-là soit financé, entre autres par des organismes. Bon, je travaille sur une problématique qui est franchement biomédicale. L'argent va beaucoup aux recherches biomédicales et très peu aux recherches de nature, recherche-action, recherche en partenariat. Et les gens qui évaluent nos projets ne comprennent pas que la recherche en partenariat, ça s'inscrit dans le temps. Et que la confiance et que toute cette façon-là d'apprendre à travailler ensemble, ça s'inscrit, ça se développe au fil d'une carrière. Et non pas sur un projet financé sur 1 année et demie ou 2 ans ou 3 ans. Donc, je pense qu'il y a des conditions de réussite au partenariat et si on avait la reconnaissance de nos pairs et si on avait la reconnaissance des bailleurs de fonds, c'est une recherche qui, sur le terrain, aura davantage de portée. Puis d'un point de vue théorique aussi, je pense qu'on est à ce point où je suis contente d'avoir des collègues, moi, qui réfléchissent sur l'épistémologie et la théorie entourant les processus partenariaux parce que c'est complexe. Puis si on comprenait mieux ces processus-là, quand on s'engage en partenariat, on aurait une marche à suivre un peu plus claire. Ça nous éviterait de nous cogner le nez à plusieurs reprises avant de comprendre que le contrat de collaboration, il aurait fallu y penser avant. En ce qui concerne la reconnaissance par les bailleurs de fonds, il y a eu énormément de coupures dans les dernières années. Puis la recherche doit de plus en plus être centrée sur de la recherche qui va améliorer l'état de santé des Canadiens et tout, là, mais pas dans un contexte où ça va prendre 10 ans. Donc, c'est un peu paradoxal parce qu'il y a des coupures. On nous demande vraiment d'être très focusé, d'avoir des retombées immédiates et tout et tout. Puis d'un autre côté, on nous demande justement de prendre des sous sur notre projet pour valoriser les connaissances, puis travailler en partenariat, mais finalement sans nous donner les moyens de le faire. Donc, ta recherche, ça te coûte le même prix, là. Si en plus, il faut que tu inclues un 20 de moyens pour valoriser les connaissances, puis il faut que tu mettes 1 année de plus parce que tu travailles en partenariat, bien ça, ce ne sera pas reconnu, puis il n'y aura pas les fonds pour ce genre de choses-là. Donc, c'est ça. C'est comment faire plus avec moins. C'est le paradoxe auquel on est confronté en recherche partenariale. Dans nos modalités de gestion depuis le début, on a un comité de direction bipartite avec des partenaires
et des chercheurs universitaires. Donc, on a une direction au niveau de la gestion globale des ressources, la gestion, l'organisation des activités. Donc, il y a certains partenaires clés qui sont présents au bureau de direction puis qui participent à la gestion du projet. Si on est subventionné comme équipe, on a certaines ressources pour un coordonnateur à temps partiel ou temps plein selon l'évolution de notre richesse, qui joue un rôle dans le soutien, dans l'organisation d'événements, dans les convocations, dans les rappels, dans la gestion financière, etc. Puis ensuite, pour chacun des projets, normalement, pour qu'on mène un projet, pour qu'on attribue des ressources à un projet, il faut qu'il y ait un prof et un représentant d'un organisme partenaire qui sont les responsables du projet, en quelque sorte. Donc, on essaie d'avoir toujours une structure où il y a un comité d'encadrement, si on veut, du projet. Et quand c'est un nouveau partenaire qui n'a jamais collaboré avec nous avant, bien là, on va faire plus de travail au tout début pour bien baliser le projet. Puis moi ou un autre membre de l'équipe qui a plus d'expérience va être présent aux premières rencontres pour dire, mais voici comment on fonctionne, voici nos attentes. À partir du moment où les gens ont l'habitude de travailler ensemble, puis ont développé des façons de travailler ensemble, des façons de collaborer, puis ils ont tous les deux intérêt à ce que les projets fonctionnent bien, on devient nos propres agents de mobilisation, en quelque sorte. Je dirais que c'est en partie parce que les tout premiers partenariats que j'ai développés se sont faits dans le cadre du service aux collectivités de l'UQAM, où il y avait un certain modèle au niveau de la gestion, au niveau de la volonté de préciser les objectifs, le comité d'encadrement, les mécanismes d'encadrement. Dans notre équipe, on a une structure de gestion, si on veut, de gouvernance, où on a un comité de direction pour l'ensemble de l'équipe, pour coordonner un certain nombre de choses, pour prendre des décisions administratives. Et ce comité-là, il est paritaire, partenaire, chercheur universitaire. Puis ensuite, chacun des projets qu'on soutient financièrement, auxquels on participe, où le financement peut venir de différentes sources, chacun des projets, il y a un comité d'encadrement ou un comité du projet et on insiste chaque fois pour que le comité, qui ait au moins un prof, un chercheur universitaire et un représentant de l'organisme partenaire, pour définir ensemble comment le projet va fonctionner. Généralement, même le partenaire, ce qu'on cherche à faire, c'est que le partenaire va être associé aux décisions d'embauche des étudiants pour que lui aussi puisse voir quelles sont les candidatures, etc. Donc, on a comme on a une structure décentralisée au niveau des projets. Mais des occasions où tout le monde se réunit, puis voit ce que les uns et les autres font, puis on partage certaines ressources. Pour moi, une des choses qui est vraiment importante, c'est de comprendre que la recherche en partenariat peut prendre vraiment beaucoup de formes. Puis il y a des recherches, il y a des partenariats qui sont vraiment bilatéraux. C'est un chercheur, un organisme partenaire. Puis il y en a d'autres qui sont plus complexes parce que c'est multilatéral. Il y a plusieurs chercheurs, il y a plusieurs partenaires, c'est des dynamiques qui sont différentes. Donc, ça peut donner lieu à des structures différentes, à des besoins différents, à des problèmes différents. Puis ensuite, il y a la question, comme j'évoquais déjà, de quelque chose qui est ponctuel ou quelque chose qui s'inscrit dans une longue durée. Est-ce qu'on veut réaliser un projet précis ensemble, maintenant c'est urgent, puis après, chacun se disperse, ou est-ce qu'on veut établir une relation qui va durer, qui va permettre plusieurs collaborations? Puis ça, c'est des impacts sur quel genre de structure, puis quel genre de relation. L'agent de mobilisation ou l'agente de mobilisation a un rôle à jouer, une sorte de chien de garde des règles de la recherche-action. Et puis, souvent, moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est souvent pensé en fonction de protéger un peu les intérêts des partenaires, puis protéger aussi les intérêts des chercheurs. Mais dans la pratique, ce que ça fait, c'est que ça clarifie la position des deux ou le rôle des deux côtés, des deux parties, si on veut. Et je pense que ça facilite les échanges parce que, comme je le disais, le respect des compétences de l'autre, le respect des connaissances de l'autre, le respect de la perspective de l'autre, je pense que ça s'acquiert justement en clarifiant plusieurs choses. Et c'est évident que des fois, dans une réunion de comité d'encadrement, il y a des choix qui se font, il y a des choses qui se disent qui peuvent faire en sorte qu'un des deux partis sent que là, ça a été trop d'un côté puis pas assez de l'autre. C'est arrivé dans notre projet où on s'est dit, bon,
est-ce qu'on n'est pas en train de perdre la pertinence scientifique là, de notre projet? Pas de la perdre, mais en tout cas, est-ce que la décision qu'on est en train de prendre va assez dans le sens de la validité scientifique et de la pertinence scientifique? Alors, dans une recherche-action partenariale, on retrouve, si on veut, réunis différents types de savoirs, différents types de pouvoirs. On a un savoir qui est porté par des praticiens, on a un savoir qui est porté par des chercheurs. Au sein même des chercheurs, il y a évidemment les chercheurs universitaires, les étudiants et étudiantes. Donc déjà là, on a une hiérarchie qui se pose. Et évidemment, au niveau des acteurs, il y a aussi des éléments de hiérarchie qui sont là. Donc on combine tout cela. Et automatiquement, ça veut donc dire qu'on n'a pas tous la même place, le même rôle à jouer à l'intérieur du processus. Ce qui est important, c'est que la parole puisse être ouverte, transparente, au niveau de toutes les personnes qui sont là. Mais après, c'est certain qu'une personne qui est à la direction d'une organisation va avoir un rôle et une responsabilité plus grande qu'une personne qui est en charge d'un volet dans cette organisation. Il y a toutes sortes de situations, eux sur le terrain ou nous à l'université, ce qui font que des fois, c'est moins prioritaire. Donc, c'est pourquoi avoir une personne qui est à la médiation, c'est important aussi parce que cette personne-là a plus l'ordre du jour et la feuille de route en tête et est plus capable souvent de nous ramener là, quand il y a un petit peu d'égarement ou un laisser-aller, surtout dans les périodes de vacances, pour faire en sorte qu'au retour, on puisse être sur des closings. Le service à collectivité, c'est sa grande force, c'est de pouvoir avoir du personnel. Évidemment, toutes les universités n'ont pas la possibilité d'avoir une telle ressource, mais au moins en l'UQAM, on l'a, c'est bénéfique et ça nous permet d'avoir vraiment un bon arrimage et de clarifier aussi les responsabilités parce qu'il y a une personne qui est à l'animation. Donc là, on est plus chacun dans notre bulle, puis la personne nous tire ou des fois nous ralentit parce qu'on veut aller trop vite, donc nous met en garde. Vous n'avez peut-être pas assez bien travaillé les besoins, vous devriez peut-être vous assurer que tout est bien clair avant de passer à l'autre étape. Donc, c'est une personne qui peut être sur l'accélérateur ou le frein, dépendamment de ce qu'elle voit du travail qui a été fait. Il y a des projets de recherche qui ont assez de ressources pour pouvoir embaucher. Comme par exemple, quand on avait l'Alliance de recherche université communautaire en économie sociale et le Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale, on avait la possibilité d'embaucher des médiateurs, des agents de médiation. Certains autres projets peuvent le réaliser. Quand ce n'est pas possible, c'est une fonction qui, jusqu'à un certain point, doit être prise soit par le chercheur universitaire ou par l'acteur. Il y a toujours au moins 2 personnes clés dans un projet. Et donc là, il y a comme une chimie à s'installer, l'une, l'autre partagée ou l'un le prend complètement, mais cette personne-là doit garder ça en tête. Le volet gestion, c'est aussi un volet à part qui est différent de la recherche puis qui est différent de l'application sur le terrain après, là, de la dynamique, de la politique au niveau des organisations, soit communautaires, soit syndicales ou publiques ou des acteurs privés. Oui, il y a des situations où il y a des ententes écrites. L'UQAM souvent nous suggère d'avoir des ententes écrites parce qu'il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des mésententes en cours de route et l'entente permet d'avoir un référent. Je pense qu'il y a un certain type de projet qui demande cela, que c'est bien, surtout quand les acteurs se connaissent peu, qui sont sur des projets bien définis, puis ils sont sur une multitude d'affaires, puis ça c'est quelque chose de particulier, et là on a besoin de clarifier. Quand on travaille avec des acteurs sur le long terme, qu'on a établi une relation de confiance avec eux et qu'on est capable de gérer les conflits, les tensions, parce qu'on a appris avec les années à savoir qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui fait, puis on est capable de gérer ça. C'est peut-être pas toujours nécessaire d'être dans le formel.